Bonjour Youssef Indy. Bonjour Monsieur. Je suis heureux de vous accueillir sur notre micro-plateau. Pour vous présenter, je dirais que vous êtes un musulman d'origine marocaine, de nationalité française, que vous êtes un musulman pieux, véritablement pieux, et que vous travaillez en tant qu'historien sur l'histoire, la genèse de cette idéologie de choc des civilisations. Sujet extrêmement important. À propos des événements du Proche-Orient, du rôle de la Turquie, et derrière la Turquie, on sait qu'il y a les États-Unis, puisque la Turquie est le pilier oriental très fort. Le territoire turc abrite un certain nombre de têtes nucléaires américaines. Personne ne le dit, personne ne le sait. En contravention d'ailleurs du traité de non-prolifération, mais c'est aussi valable pour l'Italie, pour la Belgique et pour l'Allemagne. Autrefois pour l'Espagne. Donc je voudrais avoir votre point de vue sur les événements du Proche-Orient, sur l'avancée de l'État islamique et le rôle pour le moins trouble, en tout cas extrêmement ambigu, des Occidentaux dans toute cette affaire. Alors le rôle de Daesh au Moyen-Orient peut être compris simplement, et tout d'abord, dans une perspective de redécoupage, je dis bien de redécoupage du Moyen-Orient, selon le plan établi par Oded Yinon en 1982. Ce plan redessinait le Moyen-Orient de la manière suivante. Vous aviez dans son plan la Syrie divisée en 3 voire 4 États. Vous aviez l'Irak divisé en 3 États, sunnites, chiites, au nord kurdes. Et vous aviez aussi un plan pour les Palestiniens, c'est-à-dire évacuer les Palestiniens de Gaza vers la Jordanie. Et vous aviez aussi, ça on n'en parle jamais, le plan de de découpage de l'Arabie saoudite. Oui, c'est toujours à l'ordre du jour, apparemment. Voilà. Donc, si on reprend ce que vous aviez évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire la volonté de détruire par le haut, par des bombardements, l'État syrien en 2013, donc cette volonté qui a été stoppée, cette intervention qui a été stoppée par les États-Unis en septembre 2013. Si nous faisons une petite chronologie des faits, vous l'avez dit, septembre, la Russie qui s'interpose, novembre, le feu qui s'allume en Ukraine, et premier semestre 2014, la création de l'État dit islamique Daesh. De quelle manière? L'ancien Premier ministre irakien Maliki ordonne à son armée de se retirer. Mossoul. Voilà. Elle se retire, et là, nous avons... Elle se retire en abandonnant tous ses matériels, même les matériels lourds, les chars, les canons, etc. Qu'elle abandonne donc à Daesh. Puis donc cet État se constitue, et périodiquement, de manière curieuse, les États-Unis larguent accidentellement des armes à Daesh. Donc si nous prenons la carte actuelle, nous voyons que Daesh occupe une grande partie de l'Irak, une partie aussi de la Syrie, et si nous revenons au plan Oded Yinon, et que nous remettons ces événements en perspective, nous voyons quoi? Nous voyons que Daesh combat l'État syrien pour le repousser vers le nord. Et pour le démanteler. Le démanteler en premier lieu, mais si ce n'est pas possible... Un État druze au sud, un État alaouite plutôt vers le nord, sur un État côtier. Pour le reste, les chrétiens n'ont plus guère de droit au chapitre. Et donc un bloc sunnite qui couvre la partie centrale syrienne, mais qui serait un État enclavé. Oui. C'est-à-dire et sans ressources. Oui. Très peu de ressources. À part les puits de pétrole, syriens, bien entendu. Voilà. Donc, et nous avons aussi le Hezbollah qui est attaqué par Daesh. De fait, parce que le Hezbollah, soutient l'armée syrienne. Le Hezbollah étant chiite, oui, et les alaouites étant assimilés à des chiites. Oui. Et il faut rappeler que Daesh est wahhabite, par essence. C'est un avatar du wahhabisme. Et alors là, le plan Oded Yinon avait pour but de fractionner les États autour de l'État d'Israël pour permettre justement à l'État d'Israël d'étendre son territoire. Alors nous avons
C'est comme la fragmentation des roches-mères du gaz de schiste. On fragmente tout ce qui est autour et ce qui permet l'expansion. Exactement. Voilà. Je crois qu'on est dans un même cas de figure. Exactement. On sème le chaos et ce chaos va permettre cette expansion. Exactement. Et si on se souvient de la guerre de août 2006, durant laquelle le Hezbollah avait infligé une défaite à Israël, au sud du Liban, là, nous avons Daesh qui fait un travail de sous-traitant, c'est-à-dire qu'on n'a pas pu, comme je l'ai dit, pas pu bombarder la Syrie, Israël n'a pas pu venir à bout du Hezbollah, alors on envoie Daesh pour, détruire l'État syrien. Ce que je pense, c'est que l'État syrien, enfin Assad, va être repoussé vers le nord, et nous avons donc aussi Daesh qui attaque le Hezbollah, qui est un véritable verrou au nord d'Israël, un verrou d'une importance majeure, dont on ne parle jamais d'ailleurs. Trop peu. Parce que lorsque le foyer juif en Palestine a été créé au début des années 1920, ça a été un des premiers objectifs, c'est-à-dire contrôler, occuper le sud Liban, principalement pour les ressources hydrauliques. Alors, si on veut faire un petit peu de prospective, nous avons donc Daesh qui attaque la Syrie, donc qui repousse Assad vers le nord, pour éventuellement séparer Assad, l'armée syrienne, du Hezbollah. Il y a des découplages, des segmentations. Assad séparé du Hezbollah, Assad séparé des chiites irakiens, et les chiites irakiens bien en peine avec leur soutien iranien, mais qui n'en peuvent mais, et qui en sont réduits à défendre leurs bastions spirituels que sont Najaf et Kerbela. Kerbela et Najaf. Oui. Kerbela étant le tombeau de l'imam Hossein. Oui. Ceci étant dit, tout cela est c'est une stratégie extrêmement risquée, extrêmement dangereuse, puisqu'on a transformé le Proche-Orient en poudrière. Oui, c'était le but dès le départ. Oded l'écrit dans son plan, il dit que non seulement il faut fractionner les États, mais il faut le faire en attisant des tensions intracommunautaires. Alors revenons un tout petit peu en arrière, vous avez parlé du projet qui affectait ou qui était censé affecter l'Arabie Saoudite. Aujourd'hui, l'Arabie Saoudite est l'allié majeur. Donc il y a une guerre, l'Arabie Saoudite s'est projetée sur le Yémen, mais elle ne semble pas en danger immédiat ou imminent de morcellement, bien qu'on sache qu'il y a le travail d'un certain nombre de minorités chiites qui, un jour ou l'autre, surtout qui sont dans des régions d'ailleurs stratégiques, les régions pétrolières. Donc là aussi nous avons un baril de poudre potentiel, mais il semble que le démantèlement de l'Arabie ne soit pas, encore une fois, un sujet de priorité ou de préoccupation immédiate. Alors pas immédiate, mais si l'on fait un état des lieux de l'Arabie Saoudite, si on voit par exemple les tensions, je pense qu'il faut commencer par les tensions à l'intérieur même, au sein même de la famille royale. Nous avons eu un membre de la famille royale qui est sous résidence surveillée par le nouveau roi. Il y a des tensions extrêmement graves à l'intérieur de la famille. Donc un pouvoir faible. Un pouvoir très faible, fragile. Et une base il ne faut pas l'oublier. Alors là, il faut faire l'histoire de la famille Saoud. Il ne faut pas oublier que la famille Saoud a conquis l'Arabie Saoudite. Et se l'est approprié. Et se l'est approprié et est devenue l'Arabie Saoudite. Donc il faut peut-être anticiper ce morcellement dans la perspective d'un retour, comment je dirais, un retour au réel. Parce que le pays réel, qu'on appelle aujourd'hui Saoudite, est un État tribal. Un agglomérat de tribus, et donc un morcellement tribal de l'Arabie Saoudite et confessionnel si les chiites créent autant d'enclaves. Exactement. Et demain, on peut avoir des tribus arabes dans la perspective d'un affaiblissement du pouvoir monarchique. On peut avoir des revendications territoriales de certaines tribus. Si le pouvoir s'affaiblit. Alors, il faut savoir qu'aux États-Unis, il n'y a certainement pas unanimité. Aujourd'hui, ce qui prévaut, c'est l'alliance avec l'Arabie Saoudite. Mais fut un temps, on a vu
Par exemple, la Rand Corporation présentait un rapport sous la plume d'un Français qui crée le format d'ailleurs, paix à son âme, il est mort, Laurent Muraviex, qui s'est fait éjecter d'ailleurs à cette époque-là de la Rand Corporation, et on préconisait le démantèlement justement de l'Arabie Saoudite. Alors on peut penser qu'il y a des rapports de force à l'intérieur des mêmes communautés politiques, si je puis dire, ou des mêmes clans néoconservateurs, mais tout le monde n'est pas d'accord sur le rôle et l'usage que l'on peut faire de l'Arabie Saoudite dans ce grand plan de recomposition, de reconfiguration du Proche-Orient. Alors je dirais qu'il y a certaines franges qui ne voudraient pas voir l'Arabie Saoudite tomber, en tout cas pas maintenant. Pas maintenant. Tant qu'il y aurait encore un peu de pétrole dans les réservoirs. Voilà, et ça n'arrangerait pas tout le monde. Si par exemple on prend un des principaux stratèges américains, Zbigniew Brzezinski, lui, il proposerait plutôt une accalmie du Moyen-Orient. Il préfère une stabilité. Parce que c'est un homme qui voit loin et qui voit notamment vers les rives de la mer de Chine. C'est un homme à très grande vision. Et qui est un partisan de l'Empire américain. Alors il y a... De l'Empire mondial. L'Empire mondial. En cela, il rejoint M. Attali, qui lui veut... pour tout de suite, avant ou après, c'est M. Attali, avant ou après la Troisième Guerre mondiale, veut cette gouvernance mondiale qui mettra tous les hommes... Avec comme capitale Jérusalem. On peut l'imaginer. Alors, mais cette vision, je dirais, du monde de Brzezinski s'oppose radicalement au plan Oded-Yinon, qui est le plan israélien. Alors là, il y a contradiction, mais si l'on... Je dirais qu'il y a querelle entre des factions qui ont des visions stratégiques différentes. Je ne dis pas divergentes, mais différentes, parce que tous doivent viser au même objectif final, mais par des voies qui sont apparemment contradictoires. Alors si on fait un état des lieux très élémentaire, nous voyons que c'est le plan Oded-Yinon qui est aujourd'hui appliqué, et non pas la stratégie de Zbigniew Brzezinski. Alors je conclurai en disant que les choses s'aggravent tendanciellement, puisqu'on a 20 000 combattants chiites qui arrivent actuellement en Syrie par des chemins détournés, et pas seulement des Iraniens, il y a beaucoup de passes d'Arabes, des gardiens de la Révolution, mais il y a également des chiites afghans. Il faut savoir que tout l'ouest de l'Afghanistan parle farsi. Farsi, c'est la même chose, farsi. D'ailleurs, la langue dominante, le pashtun, et c'est quasiment du persan. Le farsi est que cet ouest afghan est chiite, mais également arrive du Pakistan. Donc 20 000 combattants, ce n'est pas rien, et ça donne un peu la mesure des affrontements et du choc de titans, encore une fois avec un silence abyssal, boréal, concernant les sources d'approvisionnement des armes de ce fameux État islamique. Là, il faudrait peut-être que quelqu'un y réponde. Et aujourd'hui, je vous signale aussi, toujours pour ne pas conclure, qu'une commission parlementaire a été constituée pour examiner dans quelles conditions la France soutiendrait Daesh par des achats pétroliers. Voilà, ça, c'est une information que vous n'aviez pas, mais que je vous donne. Youssef Indy, je vous remercie. Je vous dis au prochain épisode. C'est moi qui vous remercie, M. Vernachet. À bientôt. À très bientôt. Et alors là, le plan Oded-Yinon avait pour but de fractionner les États autour de l'État d'Israël pour permettre justement à l'État d'Israël d'étendre son territoire. Alors nous avons... c'est comme la fragmentation des roches-mères du gaz de schiste. On fragmente tout ce qui est autour et ce qui permet l'expansion. Exactement. Voilà. Je crois qu'on est dans un même cas de figure. Exactement. On sème le chaos et ce chaos va permettre cette expansion. Exactement. Et si on se souvient de la guerre de août 2006, durant laquelle le Hezbollah avait infligé une défaite à Israël, au sud du Liban, là nous avons Daesh qui fait un travail de sous-traitant, c'est-à-dire qu'on n'a pas pu, comme je l'ai dit, bombarder la Syrie, Israël n'a pas pu venir à bout du Hezbollah, alors on envoie Daesh pour détruire l'État syrien,
ce que je pense, c'est que l'État syrien, enfin Assad, va être repoussé vers le nord. Et nous avons donc aussi Daesh qui attaque le Hezbollah, qui est un véritable verrou au nord d'Israël, un verrou d'une importance majeure, dont on ne parle jamais d'ailleurs. Trop peu. Parce que lorsque le foyer juif en Palestine a été créé au début des années 1920, ça a été un des premiers objectifs, c'est-à-dire contrôler, occuper le sud Liban. Principalement pour les ressources hydrauliques. Alors, si on veut faire un petit peu de prospective, nous avons donc Daesh qui attaque la Syrie, donc qui repousse Assad vers le nord, pour éventuellement séparer Assad, l'armée syrienne, du Hezbollah. Il y a des découplages, des segmentations. Assad séparé du Hezbollah, Assad séparé des chiites irakiens, et les chiites irakiens bien en peine avec leur soutien iranien, mais qui n'en peuvent mais, et qui en sont réduits à défendre leurs bastions spirituels que sont Najaf et Kerbela. Kerbela et Najaf. Oui. Kerbela étant le tombeau de l'imam Hossein. Oui. Ceci étant dit, tout cela est extrêmement... Si on reprend ce que vous aviez évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire la volonté de détruire par le haut, par des bombardements, l'État syrien en 2013, donc cette volonté qui a été stoppée, cette intervention qui a été stoppée par les États-Unis en septembre 2013, si nous faisons une petite chronologie des faits, vous l'avez dit, septembre, la Russie qui s'interpose, novembre, le feu qui s'allume en Ukraine, et premier semestre 2014, la création de l'État dit islamique Daesh. De quelle manière? L'ancien Premier ministre irakien Maliki ordonne à son armée de se retirer. Mossoul. Voilà. Elle se retire, et là, nous avons... Elle se retire en abandonnant tous ses matériels, même les matériels lourds, les chars, les canons, etc. Qu'elle abandonne donc à Daesh. Puis donc cet État se constitue, et périodiquement, de manière curieuse, les États-Unis larguent accidentellement des armes à Daesh. Donc si nous prenons la carte actuelle, nous voyons que Daesh occupe une grande partie de l'Irak, une partie aussi de la Syrie, et si nous revenons au plan d'Edinon, et que nous remettons ces événements en perspective, nous voyons quoi? Nous voyons que Daesh combat l'État syrien pour le repousser vers le nord. Et pour le démanteler. Le démanteler en premier lieu, mais si ce n'est pas possible... Un État druze au sud, un État alaouite plutôt vers le nord, sur un État côtier. Pour le reste, les chrétiens n'ont plus guère de droit au chapitre. Et donc un bloc sunnite qui couvre la partie centrale syrienne, mais qui serait un État enclavé. Oui. Et sans ressources, oui. Très peu de ressources, à part les puits de pétrole syriens, bien entendu. Voilà. Donc, et nous avons aussi le Hezbollah qui est attaqué par Daesh, de fait, parce que le Hezbollah soutient l'armée syrienne. Le Hezbollah étant chiite, oui. Et les alaouites étant assimilés à des chiites. Oui. Et il faut rappeler que Daesh est wahhabite. Par essence. C'est un avatar du wahhabisme. C'est une stratégie extrêmement risquée, extrêmement dangereuse, puisqu'on a transformé le Proche-Orient en poudrière. Oui, c'était le but. C'était le but dès le départ. Odedinan l'écrit dans son plan. Il dit que non seulement il faut fractionner les États, mais il faut le faire en attisant des tensions intracommunautaires. Alors revenons un tout petit peu en arrière. Vous avez parlé du projet qui affectait ou qui était censé affecter l'Arabie Saoudite. Aujourd'hui, l'Arabie Saoudite est l'allié majeur. Donc il y a une guerre, l'Arabie Saoudite s'est projetée sur le Yémen, mais elle ne semble pas en danger immédiat ou imminent de morcellement, bien qu'on sache qu'il y a le travail d'un certain nombre de minorités chiites qui, un jour ou l'autre, surtout qui sont dans des régions d'ailleurs stratégiques, les régions pétrolières. Donc là aussi nous avons un baril de poudre potentiel, mais il semble que le démantèlement
de l'Arabie ne soit pas, encore une fois, un sujet de priorité ou de préoccupation immédiate. Alors pas immédiate, mais si l'on fait un état des lieux de l'Arabie Saoudite, si on voit par exemple les tensions, je pense qu'il faut commencer par les tensions à l'intérieur même, au sein même de la famille royale. Nous avons eu un membre de la famille royale qui est sous résidence surveillée par le nouveau roi. Il y a des tensions extrêmement graves à l'intérieur de la famille. Donc un pouvoir faible. Un pouvoir très faible, fragile. Et une base il ne faut pas l'oublier. Alors là, il faut faire l'histoire de la famille Saoud. Il ne faut pas oublier que la famille Saoud a conquis l'Arabie Saoudite. Et se l'est approprié. Et se l'est approprié et est devenue l'Arabie Saoudite. Donc il faut peut-être anticiper ce morcellement dans la perspective d'un retour, comment je dirais, un retour au réel. Parce que le pays réel, qu'on appelle aujourd'hui Saoudite, est un État tribal. Un agglomérat de tribus, et donc un morcellement tribal de l'Arabie Saoudite et confessionnel si les chiites créent autant d'enclaves. Exactement. Et demain, on peut avoir des tribus arabes dans la perspective. Bonjour Youssef Indy. Bonjour Monsieur. Je suis heureux de vous accueillir sur notre micro-plateau pour vous présenter. Je dirais que vous êtes un musulman d'origine marocaine, de nationalité française, que vous êtes un musulman pieux, véritablement pieux, et que vous travaillez en tant qu'historien sur l'histoire, la genèse de cette idéologie de choc des civilisations. Sujet extrêmement important. À propos des événements du Proche-Orient, du rôle de la Turquie, et derrière la Turquie, on sait qu'il y a les États-Unis, puisque la Turquie est le pilier oriental très fort. Le territoire turc abrite un certain nombre de têtes nucléaires américaines. Personne ne le dit, personne ne le sait, en contravention d'ailleurs du traité de non-prolifération, mais c'est aussi valable pour l'Italie, pour la Belgique et pour l'Allemagne. Autrefois pour l'Espagne. Donc je voudrais avoir votre point de vue sur les événements du Proche-Orient, sur l'avancée de l'État islamique et le rôle pour le moins trouble, en tout cas extrêmement ambigu, des Occidentaux dans toute cette affaire. Alors le rôle de Daesh au Moyen-Orient peut être compris simplement, et tout d'abord, dans une perspective de redécoupage, je dis bien de redécoupage du Moyen-Orient, selon le plan établi par Oded Yinon en 1982. Ce plan redessinait le Moyen-Orient de la manière suivante. Vous aviez dans son plan la Syrie divisée en 3 voire 4 États. Vous aviez l'Irak divisé en 3 États, sunnites, chiites, au nord kurdes. Et vous aviez aussi un plan pour les Palestiniens, c'est-à-dire évacuer les Palestiniens de Gaza vers la Jordanie. Et vous aviez aussi, ça on n'en parle jamais, le plan de découpage de l'Arabie saoudite. Oui, c'est toujours à l'ordre du jour, apparemment. Voilà. Donc, d'un affaiblissement du pouvoir monarchique, on peut avoir des revendications territoriales de certaines tribus. Si le pouvoir s'affaiblit. Alors, il faut savoir qu'aux États-Unis, il n'y a certainement pas unanimité. Aujourd'hui, ce qui prévaut, c'est l'alliance avec l'Arabie Saoudite. Mais fut un temps, on a vu par exemple la Rand Corporation présenter un rapport sous la plume d'un Français qui crée le format d'ailleurs, paix à son âme, il est mort, Laurent Muraviex, qui s'est fait éjecter d'ailleurs à cette époque-là de la Rand Corporation, et on préconisait le démantèlement justement de l'Arabie Saoudite. Alors on peut penser qu'il y a des rapports de force à l'intérieur des mêmes communautés politiques, si je puis dire, ou des mêmes clans néoconservateurs, mais tout le monde n'est pas d'accord sur le rôle et l'usage que l'on peut faire de l'Arabie Saoudite dans ce grand plan de recomposition, de reconfiguration du Proche-Orient. Alors je dirais qu'il y a certaines franges
qui ne voudrait pas voir l'Arabie Saoudite tomber, en tout cas pas maintenant. Pas maintenant. Tant qu'il y aurait encore un peu de pétrole dans les réservoirs. Voilà, et ça n'arrangerait pas tout le monde. Si par exemple on prend un des principaux stratèges américains, Zbigniew Brzezinski, lui, il proposerait plutôt une accalmie du Moyen-Orient. Il préfère une stabilité. Parce que c'est un homme qui voit loin et qui voit notamment vers les rives de la mer de Chine. C'est un homme à très grande vision. Et qui est un partisan de l'Empire américain. Alors il y a... De l'Empire mondial. L'Empire mondial. En cela, il rejoint M. Attali, qui lui veut... pour tout de suite, avant ou après, c'est M. Attali, avant ou après la Troisième Guerre mondiale, veut cette gouvernance mondiale qui mettra tous les hommes... Avec comme capitale Jérusalem. On peut l'imaginer. Alors, mais cette vision, je dirais, du monde de Brzezinski s'oppose radicalement au plan Oded Yinon, qui est le plan israélien. Alors là, il y a contradiction, mais si l'on... Je dirais qu'il y a querelle entre des factions qui ont des visions stratégiques différentes. Je ne dis pas divergentes, mais différentes, parce que tous doivent viser le même objectif final, mais par des voies qui sont apparemment